une super représentante du monde de l'IA en santé, Stéphanie Alassonnière. Donc je vous demande de l'applaudir. Elle est vice-présidente de l'Université Paris-Cité, chercheuse, elle est aussi ambassadrice du plan IA santé au niveau national. Elle fait partie du comité scientifique. Je te laisse la parole, du coup, Stéphanie, pour donner ton regard, ton point de vue après celui de Gilles. Et alors, je ne vois plus Gilles, si, voilà. Je vais rebondir sur pas mal de points qui ont été abordés à la fois par Sabine et par Gilles. D'abord, je voudrais remercier l'Axel de la confiance portée en mon expertise pour faire partie de ce comité scientifique. Et je vais faire une petite mention un peu spéciale qui représente vraiment la façon dont j'envisage toujours l'IA en santé. Quand on m'a demandé de revoir ce questionnaire, d'essayer de l'améliorer, la première chose que j'ai fait, c'est d'aller consulter un médecin. Que je connais très bien, avec qui je gère une formation qui est médecine sciences, donc le double diplôme MD-PhD, donc Pascal Houlier. Et on s'est assis ensemble pour essayer de voir comment on pouvait améliorer ce questionnaire, moi avec ma vision de mathématicienne, lui avec sa vision de médecin. Et donc voilà, c'est un peu cette façon-là qui me motive à travailler dans ce domaine-là, c'est l'interdisciplinarité et c'est aussi une partie de ce que je prône au jour le jour. Alors, face aux questions de l'IA en santé, moi je me suis d'abord demandé qu'est-ce qu'on souhaite en faire et qu'est-ce qu'on souhaite avoir. C'est peut-être ça la première chose qu'il faut se poser comme question. Alors, ma réponse, de nouveau, est très subjective. Je voudrais des outils qui soient utiles, qui soient déployés et de confiance. À peu près simple. Mais déjà, pour arriver à des outils utiles, déployés et de confiance, eh bien, c'est déjà compliqué. Et si on arrive à cet état, alors on pourra actionner des leviers et avoir des choses qui seront véritablement dans le domaine du commun, en santé, et pas simplement dans tous les jours avec des outils comme OpenAI et les autres. Alors, pour avoir un bon outil, et là je rejoins complètement Gilles, le premier point de l'IA, c'est d'avoir accès aux données. Alors, l'accès aux données, c'est un point qui est effectivement névralgique. Je vais aller au-delà des 18 mois. Un des acteurs qui est partenaire ici, qui est AstraZeneca, m'a confié avoir mis 30 mois pour avoir accès à des données du SNDS. 30 mois. C'est pas envisageable, c'est pas possible. Et finalement, le règlement européen sur les données de santé qui va obliger l'accès en 9 mois, c'est finalement quelque chose qui va peut-être un petit peu nous pousser à repenser nos process, repenser nos façons de fonctionner et l'empilement des couches qui sont parfois un petit peu délétères. Donc, ma façon de penser a été largement partagée par Jérôme Marchand-Harvier qui pilotait la mission, Anne-Sophie Jeannot et Emery Lorang, et vous retrouverez tout dans le rapport qu'on a écrit il y a maintenant presque 2 ans, où véritablement le levier majeur, ça va être de donner l'accès rapide et l'accès efficace, c'est-à-dire avec des données qui seront interopérables. On pense souvent que une fois qu'on a accès aux données, tout va bien. Non, quand vous allez avoir des données qui ont été acquises à l'AP-HP avec Orbis et des données de l'hôpital Foch qui ont été acquises avec un autre logiciel, pour les mettre ensemble, c'est une autre galère. Et c'est pas parce qu'en 9 mois, vous avez accédé aux données que vous allez être en 9 mois capable de les utiliser. Et donc l'interopérabilité, ça devient aussi un point névralgique et faire des consensus va devenir nécessaire. Et de nouveau, j'espère que le règlement européen sur les données de santé va nous aider, puisqu'il est question de fixer une fois pour toutes une bonne norme. Alors la deuxième chose qui est importante sur les données, c'est leur qualité. Je vais diviser la qualité des données en plusieurs points. Le premier, c'est la qualité intrinsèque. Quand vous avez quelque chose d'évident, vous prenez une échographie fétale sur laquelle j'ai travaillé, malheureusement le bébé bouge. La maman peut être moins échogène qu'une autre, et donc du coup, vous allez avoir une image qui va être de plus ou moins bonne qualité. Ça peut être complètement indépendant de l'opérateur, de l'examen, de la machine, mais la qualité de la donnée est importante, de la manière dont elle était acquise. Après, il y a la qualité de la base, en termes de statisticienne, je dirais la profondeur. Est-ce que j'ai beaucoup de patients ? Est-ce qu'ils sont suivis longitudinalement avec une précision en temps suffisante et une temporalité longue? Ça, ce sont des questions importantes. Autre question importante, les données manquantes. Quand vous avez des données qui sont issues du soin,
malheureusement, vous allez avoir des données manquantes. Elles peuvent être manquantes à dessein. Et ça, c'est important, parce que ça veut dire que vous avez une information cachée dans cette donnée manquante. Elle peut être donnée manquante parce qu'elle n'a pas été recueillie pour une raison simple, manque de temps, manque de... pas demander, des choses très basiques. Et là, pour le coup, c'est autre chose. Et c'est la troisième notion de qualité qui me paraît hyper importante, c'est l'accès à l'interprétation médicale qui doit être adossée à la base de données. Une base de données sortie de son contexte perd de sa valeur. Une base de données qui n'a pas la possibilité d'être questionnée par un statisticien vers le médecin en expliquant ça, est-ce que c'est une donnée manquante à dessein ou non? Ça, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte? Oui, non. Ça rend la base de données extrêmement plus parlante et beaucoup plus qualitative. Et donc pour moi, la qualité va au-delà simplement juste du bruit ou du flou qu'il pourrait y avoir dans la donnée initiale. Et évidemment, avec ce besoin de qualité, j'en reviens à un petit peu le principe qui me motive, c'est l'interdisciplinarité. Les IA, quand elles vont se développer, elles doivent être toujours en co-développement. On doit co-construire avec toutes les personnes de la chaîne, c'est-à-dire ceux du terrain, ceux qui vont les utiliser, que ce soit les industriels, que ce soit les médecins, les infirmiers, infirmières. Alors je ne suis jamais politiquement correcte. Je suis désolée, ça va forcément être biaisé, mais c'est pas grave. Je vous rappelle, je suis mathématicienne, donc de toute façon... quand on résume mathématicien, on le met toujours au masculin. Donc, je suis blasée avec ça. Mais l'idée étant de toujours avoir ce co-développement. Alors certains parlent de garantie humaine. Moi, je parle simplement d'interdisciplinarité, c'est-à-dire qu'on est en capacité d'avoir compris le besoin, compris comment on va s'intégrer au workflow, comment on va réussir à ce que cet outil finalement puisse avoir un jour un espoir de vie. Alors, on arrive avec ça, avec le bon outil qui doit se déployer. De nouveau, la co-construction, c'est la base du déploiement. Le déploiement, il va se passer avec, évidemment, une adoption. Alors, on a parlé avec Sabine de la formation, mais je pense que l'adoption va se baser sur la formation. On va avoir à former en formation initiale, Sabine en parlait beaucoup, en formation continue, parce qu'on ne peut pas attendre 10 ans, les études de médecine sont longues, on ne peut pas attendre 10 ans que les premiers médecins formés à l'IA arrivent en pratique. Il faut former ceux qui sont là, ceux qui sont déjà en train de voir arriver ce flux énorme de nouveautés qui leur arrivent et sur lesquelles ils n'ont pour l'instant pas d'esprit critique. Alors, je pense, une position qui est assez facile. Je suis universitaire et je pense que la formation doit se faire au niveau des universités et pas par les producteurs d'outils. Quand vous avez une boucle fermée, pour aller former les infirmières qui vont être au contact des patients et finalement avoir l'interaction avec l'outil et le patient, et pour l'instant, c'est l'industriel qui pose qui produit la boucle fermée qui vient former les infirmières. Je pense que ce n'est pas un modèle viable et ce n'est pas un modèle qu'il faut. Pourquoi? Parce que ça rend les personnes captives de cet outil. Et si elles vont évidemment changer d'outil, elles vont se retrouver extrêmement désarmées. Parce que les outils ne fonctionneront pas de la même manière. Et donc avoir une formation neutre, faite par les universités et non par les pourvoyeurs de solutions, me paraît fondamental. Alors évidemment, étant universitaire, c'est facile de dire ça. Mais je pense que ça va être nécessaire et ça va aussi permettre... un rééquilibrage un petit peu plus large qui va aussi donner du choix parce que quand quelqu'un est captif d'une solution, il ne va poser que cette solution. Donc l'infirmière qui a utilisé des boucles fermées d'un type n'en posera pas d'autres. Et donc on rentre dans quelque chose qui est très délétère à mon avis, qui est un manque de concurrence et donc une stagnation des outils. Et puis, évidemment, pour l'adoption, il va falloir qu'on fasse attention de former en n'essayant pas de faire devenir les médecins, les infirmières des data scientists ou inversement. Il va falloir trouver le bon niveau. Et alors peut-être pour donner une esquisse de réponse à la question de Sabine, qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir l'équivalent de ce que vous avez, vous, pour faire passer votre permis de conduire.
On vous a jamais expliqué comment fonctionnait un moteur. En tout cas, moi pas. J'ai pourtant passé mon permis de conduire, je suis capable de conduire, donc je conduis ma voiture. S'il y a des petites lumières qui s'allument, je suis capable d'aller consulter le manuel, savoir si je dois intervenir seule. Par exemple, il y a une ampoule cassée ou quelque chose, ou si je dois me rendre chez un spécialiste et je sais qui aller consulter dans ces cas-là. Et je pense que c'est exactement ce même niveau qu'il va falloir envisager. On est dans un système où les choses vont aller très vite, le savoir va augmenter, et donc avoir un niveau de connaissance qui permet de critiquer, mais aussi d'aller interroger l'expert, doit être le niveau minimal à avoir. Et puis il y a un problème de financement. Alors on parlait de la bulle tout à l'heure. Je pense que le financement, il est pour l'instant malheureusement très mal réparti. Et ça ne peut pas permettre au déploiement. Les idées sont larges. Il y a des solutions qui émergent un peu partout et qui font diverses choses. Mais si tout le financement va sur les LLM ou les modèles de fondation, eh ben, on ne touchera pas toute la santé. Et c'est fort dommage parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui mériteraient d'être financées et qui ne le sont pas parce que justement, on ne pense pas au déploiement, on pense plutôt au business et au rendement. Et puis après, l'outil de confiance, dernière chose, je ne vais pas revenir sur la sécurité des systèmes, la souveraineté, évidemment, envisager ça au niveau européen. On ne peut pas faire ça tout seul comme des... Enfin, la France est toute petite. Avec nos petits bras. Voilà. Et puis, le dernier point qui me... Alors, c'est un petit peu ma marotte en ce moment, c'est la régulation positive. Moi, je pense qu'il faut faire attention à l'utilisation du principe de précaution. Le principe de précaution en ce moment avec l'IA, c'est « Oh là 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 là, il y a un risque, stop ». Au lieu de l'utiliser comme c'est un principe de précaution, c'est-à-dire on sait qu'il y a un risque, on l'a anticipé, on l'a calibré, on l'a complètement cerné, ou au moins partiellement, et avec cette connaissance, on va avancer. Et si on arrive à brandir ce principe de précaution comme un outil de levier, eh bien, je pense qu'on arrivera à avancer et arrêter de faire de ce principe de précaution le panneau stop qu'on nous brandit à tout va. Et de nouveau, je voudrais faire un parallèle, donc tout à l'heure avec l'automobile, cette fois-ci avec l'aviation. C'est pas parce qu'un avion se crache une fois que vous arrêtez toute l'aéronautique. Ça arrive. Et c'est pas ça qui va vous faire que vous n'allez pas prendre l'avion, je sais pas, dans les prochains mois. Il y a eu un avion qui s'est crashé, je sais pas, il y a 2-3 jours. Vous allez quand même prendre l'avion la prochaine fois. Eh bien, il faudrait qu'on ait cette même politique d'évaluation du risque. Oui, il y a un risque, mais c'est pas pour ça qu'on va pas le faire. Et évaluer le bénéfice à ne pas faire, et là je rejoins Gilles, le bénéfice à faire est évident, le bénéfice à ne pas faire est évident, mais le risque à ne pas faire l'est encore plus. Le risque à ne pas utiliser les données, le risque à ne pas financer l'innovation, c'est aussi se retrouver dans un système qui risque de péricliter parce qu'il n'est pas à la hauteur des enjeux. Et donc, pour conclure, parce que je vois que je suis trop bavarde. Non, j'osais pas le dire. Ce que je pense nécessaire, c'est qu'on utilise l'IA comme un levier fédérateur. Qu'on soit tous, mais tous, acteurs ensemble de la décision de ce qu'on veut faire et dans quelle direction on veut aller. Et ça doit englober évidemment les chercheurs comme moi, les industriels, l'État. On doit avoir une initiative qui doit être véritablement fédératrice. Et il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. Voilà. Merci beaucoup, Stéphanie.